37e appel de Seydina Limamou Moulaye, le chef de l'État réaffirme son soutien et sa considération à la communauté layène. Il a effectué une visite de courtoisie à Yoff. À la veille de cet événement religieux, la rédaction revient sur le sens de l'appel du mardi. Retour sur le drame de Betinti dans la région de Fatick. Le chavirement d'une pirogue a fait 21 morts, essentiellement des femmes. Le ministre de la Pêche a présenté les condoléances de la nation aux familles des victimes. Les enseignants étaient aux urnes ce matin pour élire leurs représentants syndicaux. 24 listes sont concernées. Le but est de rationaliser le nombre de syndicats dans l'enseignement. On fait le point sur le déroulement du vote dans cette édition. Hier, nous vous parlions des mythes qui entourent le nouveau-né. Ce soir, zoom sur le programme élargi de vaccination. 12 maladies sont ciblées. L'État y injecte 3 milliards chaque année. On fait l'état des lieux du PEV dans la rubrique santé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Vous aurez le communiqué du Conseil des ministres au cours de ce journal. Mais avant, nous parlons de cette visite courtoisie du chef de l'État au Khalif des Layènes. C'est à quelques heures du début de l'appel de Seydina Limamou Moulaye. Le président Macky Sall a réaffirmé son soutien et sa considération à la communauté layène. Aboubakri Kane, compte rendu. À seulement quelques jours du 137e appel de Seydina Limamou Moulaye, le président de la République est venu à Yoff manifester à la communauté layène toute sa considération. À son arrivée, il a été accueilli dans la pure tradition layène avec des chants à la gloire du sceau des prophètes. S'en est suivi ensuite un entretien avec le calife général Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. Une visite de courtoisie, occasion pour le chef de l'État de lui réaffirmer sympathie, soutien moral et disponibilité à aider à la réussite de l'événement. Place ensuite à la cérémonie de réception avec toutes les composantes de la famille layène. Seydina Issa Laye de souhaiter la bienvenue à leur hôte du jour. Le fils aîné du calife, par ailleurs coordonnateur général de l'appel, a surtout salué la courtoisie, la modestie et la simplicité du président Macky Sall. Seydina Issa Laye de se féliciter aussi de la pertinence du programme spécial des sites religieux, surtout l'équilibre qui l'accompagne, prenant en compte toutes les confessions. Le président Macky Sall a quant à lui rappelé ses bons rapports avec la communauté. Il est revenu sur le congrès d'investiture de son parti qui s'était tenu à Djamalaï avec la bénédiction du calife. Au-delà du palais résidentiel de Cambérène et des infrastructures routières, notamment la VDN, le gouvernement reste disposé à poursuivre l'œuvre de modernisation de la cité religieuse. L'autre satisfaction de la communauté a été réaffirmée par le porte-parole de la famille. Mohamedou Lamine Laye est revenu sur l'appel du président Macky Sall aux religieux. Il s'agit d'une meilleure sensibilisation pour faire face au radicalisme violent. Regrettant les actes terroristes qui n'obéissent à aucune recommandation islamique, Mohamedou Lamine Laye s'est engagé à jouer pleinement sa partition dans ce combat. Il a surtout manifesté pour s'en réjouir le soutien constant du chef de l'État à l'égard de la communauté layène. Le porte-parole de la famille a engagé le président de la République et son gouvernement à poursuivre l'œuvre de construction et de modernisation du pays. Une démarche que vont accompagner leurs prières en tout temps et en tout lieu pour d'autres défis relatifs à la paix et au développement. Et puis le chef de l'État s'est déplacé ce matin à la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour assister à la levée du corps de Joe Wakam, Issa Samb de son vrai nom. En présentant les condoléances de la nation, le président Macky Sall a rendu hommage à un monument de l'art et de la culture, Oumar Nying. En venant s'incliner devant la mémoire de Joe Wakam, le président de la République rend hommage à un monument de l'art et de la culture. Devant une assistance composée de personnalités de la République, de parents et proches, d'hommes d'art et de culture, le chef de l'État présente les condoléances de la nation. C'est la première fois depuis que je suis à la tête du pays
que le Conseil des ministres a été déplacé à son heure habituelle, le mercredi à 10h, pour me permettre de venir apporter cet hommage à ce digne fils du Sénégal qui vient de nous quitter. Issa Samb Dijo Wakam, couché là, devant nous, est une de ces figures dont la mort revêt une signification singulière. Il était un artiste de dimension nationale et internationale incontestable. Rarement on a côtoyé dans notre pays un homme qui aura organisé sa vie comme une œuvre d'art. Je veux dire une vie vouée entièrement à la création, défiant la mort et le désespoir. Les témoignages sont unanimes. Au-delà de sa dimension culturelle, c'était un homme bon, un homme généreux qui avait une attention particulière envers les plus démunis. Il me disait toujours le vivant est celui-là qui aide l'autre à vivre, sinon on n'est pas vivant. Oui, l'homme que nous accompagnons ce matin vers son ultime demeure incarnait un humanisme total, si précieux pour notre époque tourmentée. Le président de la République a reçu les remerciements de la famille éplorée. Durant la maladie de l'artiste, le chef de l'État n'est pas resté sans réaction. Monsieur le Président, au nom de la famille de Issa Samb, au nom de Alsandir Samb, au nom de Mme Diogal, au nom de Mme Moutouvendoy, mon Président, je vous remercie. Dans un élan unitaire, des prières ont été formulées pour qu'Allah accueille Issa Samb Jowakam au paradis. Amin, le chef de l'État a également présenté ses condoléances à Innocence Ntap Ndiaye qui a perdu sa sœur. Le président de la République a salué l'engagement de la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Nous retrouvons Oumar Nying. Avec ses proches parents, amis et alliés, Innocence Ntap Ndiaye reçoit le président de la République. Le chef de l'État est accompagné du Premier ministre et d'autres autorités de la République. En présentant les condoléances de la nation à la présidente du Haut Conseil du dialogue social, le président Macky Sall a salué la sincérité de son engagement. Je sais que c'est une femme d'action, c'est une femme également de cœur, mais c'est une femme d'engagement surtout. Et je sais les efforts que vous déployez quotidiennement pour apporter votre appui à notre action en Casamance, à Ziguinchor en particulier, et partout ailleurs au Sénégal, pour que notre cause puisse triompher. Pour cela et pour toute votre ambition dans le travail que nous faisons pour notre pays, je vous remercie devant votre époux, Mamadou Aliou Ndiaye, devant vos parents, et leur dire effectivement la haute appréciation que j'ai de votre action à mes côtés. Madame Innocence Ntap Ndiaye a remercié le président Macky Sall pour son déplacement, lequel traduit une considération réelle à son endroit. Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord, en prenant la parole, vous exprimer toute ma gratitude pour ce geste, venir soulager, essuyer les larmes d'une famille dans la souffrance. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir le chef de l'État. Mais nous avons noté les actions que vous menez au niveau des populations. Comme l'a dit M. Khadim, le Sénégal, c'est ça, rien que ça. On peut ne rien donner à quelqu'un, mais l'amitié, lui tendre la main lorsque la personne en a besoin, je pense qu'il n'y a pas un geste plus noble et plus grand que cela. La cérémonie a été marquée par la présence de l'imam et du prêtre de Sacré-Cœur. Une nouvelle démonstration que
Le dialogue islamo-chrétien est une réalité dans notre pays. C'est une chance, c'est rare au moment où les gens s'entretuent ailleurs à cause des différents religieux. Ensemble, les religieux ont prié pour le repos de l'âme d'Anne-Marie Ntap. Ils ont également formulé des vœux de réussite à l'endroit du président Macky Sall. Nous reparlons de la 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. L'événement sera marqué par plusieurs activités religieuses chez les Layènes. Que commémore-t-il? Quelles sont les recommandations de Seydina Limamou Laye? Le sens de l'appel du Mahdi avec François Seck. Djamalaye, un lieu important pour les Layènes. C'est autour de cette place sainte que Seydina Limamou Laye appelait les hommes et les djinns à adorer Dieu dans la droiture religieuse. Seydina Limamou Laye Al-Mahdi naquit en 1843 à Yoff. C'est à la mort de sa mère en 1883 qu'il commence sa prédication. Il avait 40 ans. C'est dans ce lieu qu'il a dédié une bonne partie de sa vie à l'exaltation divine. Le mausolée où il repose sert de repère. L'édifice trône majestueusement à quelques encablures de la mer, cette mer qui continue de respecter les limites que le saint homme lui avait intimé de ne pas franchir. Selon les Layènes, l'histoire de Seydina Limamou Laye rappelle à bien des égards celle de Seydina Rasoul-Laye. Il serait l'incarnation de Seydil Awalin Walakhdil. D'ailleurs, Seydina Limamou Laye n'a laissé aucune photo à la postérité. Les fidèles se contentent aujourd'hui de l'image de Issa Rouhou Laye, son fils aîné, qui lui succéda en 1909. Les fidèles Layènes ont vu passer le témoin à Mam Mandjon, puis Baye Seydi Thiaw, ensuite Mamran, et aujourd'hui Baye Ablaye veille sur l'héritage de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Dans ses enseignements, Seydina Limamou Laye montre la voie à suivre, prône le retour à Dieu, réforme les pratiques et recommande de vivre l'unicité de Dieu. En plus des enseignements du Mahdi, un autre héritage est symbolisé par les deux turbans noirs et blancs qui rappellent la dimension religieuse de l'homme saint. Autre symbole, un puits, son eau douce et agréable fait le bonheur des pèlerins. Elle fait penser aux Zamzam de la Mecque. Plus d'un siècle après, l'appel de Seydina Limamou Laye continue de mobiliser des milliers de fidèles, tous de blanc vécu. Ils entonnent en chœur la prophétie de Baye Laye relative à l'unicité de Dieu, La ilaha illallah salmodié, avec une chorégraphie propre et unique au Layène. Je rappelle que les activités de cet appel démarrent donc ce jeudi. Je le disais en titre, après le chavirement d'une pirogue qui a occasionné 21 morts à Betinti dans la région de Fatick, le ministre de la Pêche s'est rendu sur place pour présenter les condoléances de la nation. Omar Gueye en a profité pour sensibiliser les populations sur le port de gilets de sauvetage. Claire Diop. Le ministre Omar Gueye, accompagné d'une forte délégation au chevet des familles des victimes de Betinti, au lendemain du drame, le village insulaire pleure encore ses 21 morts. La République compatit à la douleur. Le message du président Macky Sall a été livré. Monsieur le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, compatit avec vous, partage avec vous cette douleur, cette peine, et prie avec vous pour que Subhanahu wa Ta'ala accueille ces disparus dans son paradis éternel. Le président Macky Sall nous a demandé de vous dire qu'il est à vos côtés, comme il l'a toujours été. Il est sensible à vos problèmes, à vos préoccupations d'insulaires. Un cri du cœur est aussi lancé par l'autorité. Les acteurs sont appelés à porter des gilets de sauvetage en mer. Avec le nouveau code en vigueur, cela est désormais une obligation car il y va de leur sécurité. Ces gilets, chaque année, nous commandons 20 000 gilets. Les services régionaux en disposent et le président nous a demandé de rendre accessibles ces gilets à 2 500 au lieu de 5 000 francs. Donc, il y a suffisamment de gilets. Il faut les porter. Le nouveau code de la pêche en fait une obligation. Donc, il faut que nous redoublions de vigilance. Les autorités administratives
les élus locaux, les chefs de village, les notabilités, pour qu'avant qu'une pirogue ne quitte Bettenty, on doit vérifier que chaque personne dispose de son gilet et l'a mis effectivement. Ce qui est valable pour Bettenty est valable partout où nous utilisons ces moyens de transport ou pour aller pêcher. La démarche de solidarité est saluée par les populations de Bettenty. L'occasion est saisie par ces dernières pour revenir sur quelques difficultés de la localité. Accès difficile, manque d'eau et de matériel. Et le ministre de rassurer que toutes les dispositions seront prises pour les soulager dans les meilleurs délais. Retour justement sur ce drame qui a donc coûté la vie à 21 femmes, ce qui repose la question du port de gilet de sauvetage. Notre reporter était sur place juste après le drame. Rappel des faits avec Claire Diop. Vraiment, c'est scandaleux aussi. L'émotion est à son comble ici à Bettenty au lendemain du drame qui a frappé le village insulaire situé dans la commune de Toubacouta. Durant ces dernières heures, le bilan s'est alourdi. De 18, le nombre de morts est passé à 21. Les victimes sont toutes des femmes. L'une d'elles était en état de grossesse. Toutes étaient parties chercher des fruits de mer, qui pour vendre en l'état, qui pour transformer. Sur le chemin du Il a décidé autrement. Il y a deux épouses de mes frères qui sont décédées dans l'accident. Vraiment, c'est très dur. Elles étaient parties chercher des fruits de mer pour vendre. Toutes les personnes décédées sont de ma famille. Tout le monde est parent ici à Bettenty. Wow. Aujourd'hui encore, la question de la sécurité en mer revient. Le port systématique du gilet n'est pas respecté par tous. Ça devait être une obligation pour tous. Quiconque va en mer doit porter un gilet. Ça doit être impératif. Imaginez, si elles avaient porté des gilets, il y aurait moins de victimes. Ce drame est une première ici à Bettenty. C'est très dur pour nous. 21 victimes, toutes des femmes. Il nous faut de l'assistance pour alléger le travail en mer et il faut tout le temps porter des gilets. Moi j'en ai, je gère un projet et il m'arrive même de prêter des gilets à d'autres. Autre question soulevée, la surcharge de ces pirogues couramment utilisées pour circuler entre les mangroves. Celle qui a chaviré avait une capacité de 30 places et pourtant à son bord au moment de l'accident 72 personnes, compte non tenu de la marchandise embarquée. On a sensibilisé les jeunes et les femmes de pêcher toutes les femmes qui entrent aux mains pour porter des gilets de sauvetage. Mais c'est dommage pour les Nyominka. Tu sais que toutes les insulaires, on a un problème de porter des gilets. Regarde-moi cet accident-là. Si on portait les gilets, tout le monde doit sauver. Parce que la distance n'est pas loin de Bettenty. Mais heureusement, à bord, il y avait des pêcheurs qui pêchaient là-bas. Ils ont intervenu très tôt pour appeler le village. Ils viennent pour nous secourir. Mais une pirogue qui porte 72 personnes, ce qui n'est pas normal. Si on avait une poste de gendarmerie qui devait contrôler toutes les quais de poste de la commune, ça ne passait pas comme ça. Nous demandons l'État du Sénégal, plus particulièrement le président de la République, de nous doter une poste de gendarmerie à Bettenty. La pirogue a chaviré aux environs de 19h. Les recherches n'ont pas été faciles. Les premiers secours ont été apportés par des pêcheurs de la localité en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le gouvernement du Sénégal a envoyé une délégation pour présenter les condoléances de la nation à toute la population de Bettenty. Ouverture ce matin de la 22e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. 23 pays y participent. L'objectif est d'échanger sur le nouveau plan stratégique de mise en œuvre des données numériques. Compte rendu Fatou Sakho. Ce sont 23 pays du CEMAC et de la CEDEAO qui se sont donné rendez-vous à Dakar pour cette 22e conférence.
Les directeurs généraux des douanes de la zone CFA et de la Mauritanie vont harmoniser leur politique des 4 prochaines années. Nous allons beaucoup parler de numérique, de la gestion des frontières, de l'échange de données, des modalités de l'intégration, en tout cas sur le plan informatique. Nous parlerons aussi du plan stratégique régional pendant cette période. Nous parlerons aussi des enjeux liés à tout ce qui est criminalité transnationale. Dans ce contexte où la criminalité et le terrorisme s'imposent au pays, les missions des douanes s'élargissent et doivent s'adapter à la modernité. Si par le passé, les douanes avaient été amenées à privilégier la mission fiscale en raison des impératifs de financement des vastes programmes de développement, il est évident aujourd'hui que le développement tant recherché ne peut être possible sans sécurité. Cette malheureuse réalité constitue un défi pour les administrations douanières qui se doivent de considérer désormais les impératifs de facilitation des échanges et de sécurité de la chaîne logistique. Aussi, le recours à des technologies de pointe impliquant des méthodes plus rapides et plus efficaces doit être une priorité pour nos administrations. Ainsi, l'analyse des données numériques pour une gestion efficace des frontières est une priorité pour la région. Mais avec la mondialisation, l'AOC, arrimée à l'Organisation mondiale des douanes, a aussi d'autres préoccupations. L'Organisation mondiale des douanes a l'obligation de prendre en charge nos préoccupations endogènes dans un contexte de menaces sécuritaires multiformes, de tous ordres, de mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale et d'entrée en vigueur de l'accord de facilitation des échanges. La douane, ça doit être un élément catalyseur et contributeur au développement durable. Pour en faire une réalité, les directeurs généraux vont se baser sur les travaux des experts pour définir la stratégie de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette conférence, qui s'est ouverte ce lundi, se poursuit jusqu'à vendredi. Une autre qui s'achève, la deuxième conférence sociale a pris fin hier après 2 jours de concertation. Les partenaires sociaux ont tiré de fortes conclusions. Elles vont dans le sens de la revalorisation des conditions de vie des retraités au Sénégal. La synthèse avec Lamine Touré. C'est finalement un besoin de réforme des systèmes de retraite qui est ressorti de cette deuxième conférence sociale. Le diagnostic fait pendant les rencontres sectorielles a permis de dégager des pistes de solutions visant à améliorer sensiblement leurs conditions de vie. Au regard de vos conclusions, les priorités suivantes se dégagent. Premièrement, la viabilité de nos régimes de retraite et l'amélioration des pensions servies à nos vaillants retraités. Deuxièmement, l'extension de la couverture retraite aux travailleurs du secteur informel, jusque-là exclus du système. Troisièmement, la mise en place de la pension minimale. Quatrièmement, la mise en place d'un système de retraite volontaire par capitalisation. Cinquièmement, la mise en place de fonds et de plans privés de pension. La conférence sociale est avant tout un cadre de dialogue entre les différents partenaires sociaux. L'État a donné un cachet particulier à cette deuxième rencontre tripartite. L'objectif pour le gouvernement est d'arriver à des réformes viables du monde des retraités. Cette ouverture d'esprit a permis de bâtir un réel consensus sur la problématique. Le projet de réforme que nous avions initié, que nous avions l'ambition donc de construire et partager à l'unanimité. Je dois dire que nous tirons nous tous dans la même direction. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons au niveau des organisations patronales du fait que le président ait personnellement tenu à présider cette conférence sociale. Parce que cela témoigne de l'estime, du respect et de la considération qu'il a pour les retraités extrêmement important. Les recommandations issues de cette conférence sont à appliquer. Le chef de l'État est dans de bonnes dispositions pour le faire d'ici fin 2018. Il s'agit essentiellement du relèvement de la pension minimale à 35 000 francs CFA.
Nous restons dans le cadre de cette conférence sociale qui restera sans doute un tournant important dans la prise en charge de la question des retraités au Sénégal. Les décisions prises ou annoncées par le chef de l'État sont un jalon essentiel vers la réalisation de l'objectif de réhabilitation des allocataires. Propos du président du conseil d'administration de l'IPRES, Mamadou Racinsi, était l'invité de l'émission Le Point. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le président Macky Sall a pris une décision d'abord historique l'année dernière avec effet au 1er janvier 2017 de défiscaliser l'IPRES dans toutes les activités liées à son fonctionnement. Est-ce que vous avez pu recouvrer cette somme? En fait, là, il faut clarifier, il ne s'agit pas de recouvrer une somme. Il s'agit en réalité de réduire donc, les charges de notre institution, notamment sur le plan fiscal, ce qui se traduira par un gain d'à peu près 8 milliards de francs CFA par an. Ceci dit, par l'effet mécanique de l'augmentation des pensions, chaque fois qu'on augmente les pensions, cette année on a augmenté de 10%, ça équivaut justement à également entre 7 et 8 milliards de francs CFA. Et il faut aussi dire que ces 4 dernières années, depuis donc 2012, l'IPRES a consenti chaque année une augmentation de 10%, ce qui fait au total 40% d'augmentation entre 2012 et 2016, ce qui est quand même non négligeable, c'est extrêmement important. Et il faut dire que, de ce point de vue-là, il faut remercier donc, le chef de l'État, le président Macky Sall, pour avoir quand même impulsé, je veux dire, cette dynamique, mais aussi le conseil d'administration de l'IPRES, qui a toujours partagé cette vision, qui est de redistribuer les ressources de l'IPRES aux retraités, mais dans le respect des règles prudentielles de gestion. Parce qu'encore une fois, il faut pérenniser le système, ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Comme on dit, quand on en fait trop, je veux dire, il arrive un moment où il ne faut quand même pas oublier ce qui était arrivé à l'IPRES dans les années 87 à 90, où l'IPRES était dans un état de cessation de paiement, où il a fallu, je veux dire, que véritablement qu'on prenne des mesures exactement pour aujourd'hui faire en sorte que l'IPRES aujourd'hui a un équilibre du point de vue de sa trésorerie, de manière générale fonctionne normalement, et ceci d'ailleurs c'est dû, comme je vous dis, au tripartisme. Et puis cette actualité du jour, les enseignants ont été appelés aux urnes ce matin pour élire leurs représentants syndicaux. 24 listes sont concernées. Le point sur le déroulement du scrutin dans quelques bureaux de vote avec Ibrahim Ndong. Un démarrage poussif. Il est 8h dans ce bureau de vote de Berthe Maubert. Sur place, tout un dispositif pour la bonne marche des élections sectorielles. Constat, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Nous avons bel et bien démarré à 8h comme convenu et le vote se déroule normalement sans incident. Les mandataires sont là, nous avons un nombre présentement de 6 mandataires environ. Donc les gens viennent voter mais c'est à compte-gouttes. Ça va, d'après le tour qu'on a fait au niveau des bureaux de vote, le scrutin se passe bien. Effectivement, il n'y a pas encore d'incident et nous ne le souhaitons pas. Tout se passe bien présentement, donc on espère que ça continue et ça se poursuit ainsi jusqu'à la clôture du scrutin, Inch'Allah. Sur les listes, on note 24 syndicats, un nombre important qui n'est pas sans conséquence dans l'école sénégalaise. L'organisation des élections sectorielles vient donc à son heure. C'est une très bonne initiative parce qu'il y a pléthore de syndicats et il faudra vraiment connaître quels sont les syndicats qui sont représentatifs pour quand même porter les doléances, les plateformes revendicatives des syndicats. C'est extrêmement important. D'autant plus que c'est dans le domaine, surtout dans le domaine de l'éducation. Et n'oubliez pas que l'éducation est un pilier de développement. Un pays ne peut pas se développer sans l'éducation. Donc le développement économique rime avec le développement de l'éducation. C'est très important. Il faut que les enseignants savent qu'aujourd'hui, c'est un jour les enseignants doivent sortir pour voter, pour avoir au moins trois syndicats qui seront au devant de la scène aujourd'hui. Parce que les multitudes de syndicats là, ça n'avance rien. Du côté des élèves, on salue une telle initiative. Selon eux, la rationalisation des syndicats est synonyme de pacification du milieu éducatif. C'est un grand soulagement parce qu'on a remarqué que ici, il y a beaucoup de grèves. Les professeurs, quand ils font leurs cours, les élèves ils viennent perturber tout ça. En plus, les élèves de la terminale
qui font le bac, ça leur permet de mieux se préparer à ce qui les attend. Parce que ce n'est pas une chose qui est facile pour eux. Le fait de limiter les syndicats au nombre de 3, ça aide beaucoup l'État et les professeurs. Parce que ça leur permet de bien s'entendre. Parce que quand il y en a beaucoup, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de cohésion. Malgré la tenue des élections, les cours continuent. Dans les classes, les enseignants sont bien présents. Les instructions que nous avons reçues de nos supérieurs hiérarchiques, on n'y peut absolument rien, on est obligé de l'appliquer. Ça va créer un problème. Quitter par exemple des kilomètres pour venir voter, laisser là-bas la classe, je ne crois pas que ça sera possible dans certaines zones. Mais bon, ici chez nous, nous avons eu la chance de voter dans notre école. Donc peut-être on peut gérer ça, mais dans d'autres localités, je ne crois pas que ça puisse être possible quand même. Non, il n'y a pas de problème. Les professeurs, ils viennent à 10h. Ceux qui ont cours, ils attendent de terminer. Parce que ici, par exemple au lycée, de 12h à 13h, il n'y a pas de cours. Ils peuvent venir. Et l'après-midi aussi, ils peuvent venir à partir de 15h et faire leur voter. Et voilà. Donc c'est bien organisé quoi? Bien organisé, il n'y a pas de problème. C'est bien organisé. Tout rentre dans l'ordre. Plus de 96 000 enseignants vont faire leur choix pour limiter les syndicats. Jusqu'à 11h, aucun incident n'a été noté dans les bureaux de vote visités. À présent, la lecture du communiqué du Conseil des ministres, c'est avec Oumar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 26 avril 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État présente les condoléances de la nation aux familles des vaillantes femmes qui ont péri dans le chavirement d'une pirogue à Bettenty, dans le département de Foundiougne, et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour apporter l'assistance psychosociale requise, ainsi que le soutien nécessaire aux blessés, aux familles éplorées et aux rescapés de ce tragique accident. Il informe le Conseil qui se rendra vendredi 28 avril à Bettenty pour exprimer sa compassion aux rescapés et familles des victimes. Évoquant le décès de feu Issa Samb, plus connu sous le surnom de Joe Wakam, le président de la République présente également à sa famille et à l'ensemble de la communauté artistique les condoléances attristées de la nation. Abordant la consolidation du dialogue social et la modernisation de la gestion des régimes de retraite, le président de la République félicite le gouvernement, le ministre du Travail et du Dialogue social, les travailleurs, les employeurs, les institutions de prévoyance sociale, les services de l'État, les experts nationaux et partenaires extérieurs qui ont permis le succès de la deuxième conférence sociale, événement majeur du calendrier républicain qu'il a initié en 2014, en vue de bâtir des consensus durables pour asseoir la croissance économique, un marché du travail dynamique ainsi que le progrès social équitable et durable. Dans la perspective de l'adaptation de notre système de retraite aux standards internationaux, le président de la République demande au gouvernement de veiller à l'équilibre financier à long terme des régimes de retraite, à assurer la viabilité et l'autonomisation institutionnelle du Fonds national de retraite FNR, ainsi que le relèvement continu et significatif du niveau des pensions, afin d'améliorer durablement la qualité de vie des retraités, en intégrant notamment, outre le système courant de répartition, le recours innovant et indispensable à la retraite complémentaire. Enfin, en cohérence avec sa vision d'une gouvernance articulée autour d'un dialogue social qualitatif entre État, syndicats et patronat, le président de la République invite chaque membre du gouvernement à recevoir les centrales syndicales de son secteur en perspective de la célébration de la Fête internationale du travail le 1er mai. Appréciant la mise en œuvre du programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, qu'il a initié pour renforcer la solidarité entre l'État et les collectivités territoriales, dans l'optique d'améliorer durablement la qualité de vie des populations en milieu urbain, le chef de l'État invite le Premier ministre à intensifier le plan de mise en œuvre de ce programme innovant en accordant la priorité aux travaux prévus dans les zones périurbaines et les localités enclavées insuffisamment dotées en infrastructures et équipements primaires. À cet effet, il convient d'orienter les actions vers la construction de nouvelles routes urbaines et le renforcement de l'assainissement des communes et villes, et de hâter la réalisation de la boucle du Boudjié, la reconstruction des marchés syndicats de Pikine et Zingue de Kaolack, les travaux de construction des nouveaux lycées de Ngor et de Yoff, ainsi que le lancement des chantiers d'assainissement et d'aménagement de Yeumbeul Nord, de Malika et de Keur Massar, entre autres.
Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en revenant sur la visite d'amitié et de courtoisie qu'il a rendue mardi 25 avril à Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, khalife général des Layènes, à l'occasion du 137e appel de Seydina Limamou Laye prévu les 27 et 28 avril 2017. Il demande au gouvernement de veiller scrupuleusement au bon déroulement de toutes les manifestations et rassemblements prévus au niveau des sites et lieux de célébration de ce grand événement religieux. Le Premier ministre a axé sa communication sur la gestion préventive des inondations et le suivi du programme décennal de lutte contre les inondations avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point sur la situation africaine et internationale. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a rendu compte des conclusions de la deuxième conférence sociale et des préparatifs de la fête du travail en faisant le point de l'examen des cahiers des doléances et du plan d'action du pacte de stabilité sociale et de l'émergence économique. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Le projet de loi autorisant la cession définitive et à titre gratuit de terrains domaniaux à usage d'habitation et son décret d'application. Le projet de décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés. Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Maison de la Presse, MP. Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Grand Théâtre National. Et au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Monsieur Jean-Claude Michel Mbaye, ingénieur électromécanicien et nommé inspecteur technique au ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, poste vacant. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Voilà, merci à vous, Oumar Diaw. Le chantier du ministère de l'Enseignement supérieur, les députés membres de la commission Jeunesse et Sport les ont visités. Ils apprécient l'état d'avancement des travaux. C'est un reportage de Oureytiam. C'est au pas de charge que les députés membres de la commission éducation, jeunesse et sport ont visité les différents grands chantiers du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des chantiers qui avancent à pas de géant avec une bonne implication des entreprises locales. Nous avons retenu deux choses essentielles. Vous savez, l'Assemblée nationale vote les crédits qui sont alloués au ministère. Mais nous pouvons assurer aujourd'hui, confirmer que ces crédits-là sont bien utilisés et bien gérés. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui à ce niveau-là. La deuxième chose également, contrairement à beaucoup de Sénégalais, ce qu'ils pensent, c'est qu'effectivement, les entreprises sénégalaises sont bien sollicitées dans la mise en œuvre de ces projets-là. Les parlementaires ont tenu à faire le tour de tous les grands chantiers avec les équipes du ministère. Et de Dakar à Pékin, en passant par Guédiawaye et Diamniadio, les projets de construction ou de réhabilitation avancent de manière respectable avec des délais de livraison bien identifiés. C'est plusieurs livraisons, parce que nous avons visité depuis ce matin beaucoup de chantiers. Ce que je peux vous dire, c'est pour l'essentiel de ces chantiers, d'ici décembre 2017, ces chantiers seront livrés. Par contre, pour ce qui concerne l'université Amadou Mahtar Mbow, nous travaillons sur deux tranches. La première tranche sera livrée d'ici décembre 2017, ce qui permettra l'ouverture de cette université pour accueillir une cohorte de 6 000 étudiants. Au niveau de la Cité du Savoir, évidemment, le centre de mutualisation et de partage, la Maison du Savoir, la médiathèque seront livrés avant fin décembre 2017. Pour l'ISEP et pour l'Université virtuelle du Sénégal, son siège, il faut calculer décembre 2018. Pour ce qui est du siège de l'ANAC, évidemment, c'est moins d'un an, ce sera livré. Pour les laboratoires, c'est avant la fin de l'année 2017. Et pour les amphithéâtres, lorsque nous avons visité l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'entrepreneur nous a dit que pour l'auditorium, il le livrera dans 15 jours. Et pour ce qui concerne les deux amphis de la faculté de sciences juridiques et politiques, ils nous promettent cela dans un mois. Le secteur de l'enseignement supérieur est ainsi en train d'opérer sa profonde mutation avec un souffle nouveau sur le plan académique et social pour le bien des futurs bénéficiaires que sont les étudiants sénégalais.
Infrastructure toujours Promoville en marche à Tambacounda et à Ziguinchor. Plusieurs axes routiers seront réhabilités dans